Voilà, donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir parmi nous Dominique Friard, donc, qui va commencer, qui va démarrer cette conférence. Dominique Friard, il est vice-président de l'association CERPSI, rédacteur en chef adjoint de la revue Santé Mentale et auteur sur le thème « Quelques éléments d'histoire d'une profession invisibilisée », c'est ça? C'est pas facile à dire. Donc on est ravis, Monsieur Friard, de vous accueillir. Et puis après, nous aurons l'intervention de, je pense que vous le connaissez tous ici, de Dominique Berthelot, qui est ancien cadre supérieur de santé du centre hospitalier du Rouvray, qui était chargé de mission en santé mentale à l'ARS de Normandie, et actuellement formateur, intervenant dans divers champs de la santé mentale. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et puis pour ceux qui seront là demain, on se retrouvera également demain. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Friard. Merci. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité. C'est la troisième fois que je viens au Rouvray. La première fois, c'était il y a une trentaine d'années, c'était à l'IFSI, c'était Jean-Claude Lemonnier qui nous avait invités à intervenir sur la relation dans le soin. Ensuite, je suis venu faire une formation sur la démarche de soins, le dossier de soins. L'idée, c'était de créer un petit groupe qui rassemble les énergies autour de la démarche de soins. Et puis donc là, c'est la troisième fois. Alors, Sotteville, Rouen, je voudrais dire ici le respect et l'admiration que j'ai pour les infirmiers de l'établissement qui ont servi de modèle pour les luttes des infirmiers dans toute la France, que leur grève de la faim a été entendue partout et nous a marqués tous profondément. Voilà. Ceci étant dit, donc les articles, je ne vais pas tellement parler des 40 ans, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas comprendre les 40 ans si on ne comprend pas comment le diplôme d'infirmier psy s'est fabriqué. On a tous parlé de la suppression en 92, mais ça n'était que la deuxième suppression du diplôme. Il y a eu une première suppression du diplôme en 1938, et en 92, nous connaissions l'histoire, et ça n'a pas fait tilt pour nous. C'est-à-dire, on se battait, mais pour quelque chose qui nous semblait unique, alors que c'était une répétition historique. Donc, comme cette première suppression est peu connue, ça vaut le coup d'y revenir. Et puis, sur la période des 40 années, on en parlera, puis avec M. Berthelot, on aura l'occasion aussi sûrement d'échanger, puis j'imagine que lui va développer plus cet aspect-là. Donc les articles et ouvrages qui reconstituent l'histoire infirmière, à quelques très rares exceptions près, ne mentionnent les infirmiers de secteur psychiatrique que pour annoncer la disparition de leur formation et de leur diplôme en 1992. Ainsi, en novembre 2005, quelques mois après le drame de Pau et la mise en place de la consolidation des savoirs destinés à renforcer les compétences des infirmières somaticiennes en psychiatrie, la revue Soins publie un dossier intitulé « D'une vocation à une profession, 150 ans d'histoire infirmière ». Il n'y est nulle part fait mention des infirmiers de secteur psychiatrique, ni de leur rapport à la profession. Ulcérés, de nombreux ISP écrivent à la rédaction de la revue et exigent un rectificatif, soit le récit d'une histoire globale et non pas régionale des infirmières. Ils sont tellement nombreux à réagir qu'ils obtiennent gain de cause, et donc le dossier du numéro 704 porte pour titre « Soins infirmiers psychiatriques, 200 ans d'histoire ». C'est intéressant, soins infirmiers psychiatriques, pas histoire infirmière. C'est-à-dire, même dans le droit de réponse, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc le dossier débute par l'évocation de Jean-Baptiste Pussin et de son rôle central dans la suppression des chaînes à Bicêtre, puis à la Salpêtrière. À la différence de leurs consoeurs somaticiennes, les ISP consacrent un texte aux deux versions de la profession, autour d'une histoire commune à construire. Donc je suis d'autant plus heureux de participer à cette commémoration du bicentenaire de la création du centre hospitalier de Rouvray, que Bonafé, l'un des pères du secteur, fut maire de Sotteville, et contribua avec la contribution de jeunes infirmières à y restreindre la contention, notamment dans le pavillon Constant. Je ne sais pas s'il existe toujours ce pavillon. Non.
Philippe Pauwels, un autre des pairs du secteur, écrit dans sa thèse que Bonafé avait ainsi réalisé ce que son prédécesseur lointain, Parchap, avait appris de l'un de ses infirmiers. Donc je cite Parchap cité par Pauwels. Dès les premières années de ma pratique, dans l'asile de la Seine-Inférieure, en 1834 ou 1835, un infirmier du quartier des hommes malpropres, nommé Nicou, dont je me plais à honorer le dévouement, m'avait appris qu'on pouvait empêcher les gâteux de souiller de nuit leur lit, et même le jour leurs vêtements, en agissant comme les mères à l'égard des enfants qu'elles veulent rendre propres. Ainsi, pendant plusieurs années, j'ai pu montrer aux nombreux visiteurs de l'asile de Saint-Yon des gâteux qui ne gâtaient pas. Qui se souvient aujourd'hui de ce Nicou? Je sais pas, vous l'avez connu? Oui. Ouais. Oui. Qui anticipa de cette façon les travaux de Gertrude Schwing, la seule infirmière à faire partie du groupe du mercredi soir à Vienne dans les années 30. Racamier, comme Federn, reprit cette théorie sur la fonction maternelle de l'infirmière. Peu d'infirmières témoignent de leur pratique et l'histoire est écrite par les médecins, à défaut de l'être par les historiens. L'histoire des infirmiers psychiatriques pourrait être présentée de différentes façons. Elle pourrait être politique, elle pourrait être économique, sociologique, philosophique, anthropologique, etc. etc. J'ai choisi de la présenter d'une manière chronologique et épistémologique. Je présenterai les premières formations d'infirmiers d'asile à la fin du XIXe siècle. Nous verrons qu'elles ont buté sur le peu d'instruction de ces professionnels, souvent issus du milieu agricole. Nous verrons ensuite que, contrairement à ce que su faire les communautés religieuses protestantes et catholiques aux États-Unis et au Canada, ce peu d'instruction fut rédhibitoire. Direction d'hôpitaux et aliénistes, préférant avoir un personnel peu formé mais malléable. En 1938, la messe est dite, le diplôme d'État d'infirmier des asiles est supprimé. Une version soft en est proposée en 1955, un diplôme départemental plutôt qu'un diplôme d'État. Le programme est réactualisé en 1973 et 1979 avant la suppression en mars 1992 de la formation et du diplôme. Avec 30 ans de recul, au moment où les ISP partent massivement en retraite, nous examinerons, si on a le temps, les conséquences de cette suppression. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire, à analyser. Présenter par exemple les réponses des parlementaires aux ISP en lutte entre 1992 et 1994. On pourrait ainsi lire la réponse d'un sénateur nommé Mélenchon aux infirmiers psychiatriques. On pourrait faire une analyse comparative des écrits infirmiers maintenant d'ISP et d'IDE, revenir sur les années 70 et 80 et montrer comment les ISP s'autonomisent du pouvoir médical. D'autres effectueront ce travail. Benjamin Villeneuve, qui réalise au Canada une thèse sur l'empouvoirment infirmier dans les années 70-90, par exemple. Donc, mon histoire s'inspire des travaux de Marcel Gégère, un ancien infirmier psychiatrique, docteur en sociologie, qui a publié un essai d'histoire de la profession d'infirmier psychiatrique. Donc un dossier dans la revue VST. Un chapitre entier est consacré à la formation des infirmiers. Donc Scipion Pinel, fils de Philippe Pinel, fut le premier psychiatre à mettre en avant la nécessité d'écoles pour le personnel subalterne en 1836. Fadret engagea le processus dès 1841-1842. Bourneville, médecin et homme politique, obtint du conseil municipal de Paris, dont il était membre, la décision d'ouvrir les premières écoles d'infirmiers d'asile. 2 écoles municipales sont donc créées, celle de la Salpêtrière, avril 1878, et celle de Bicêtre en mai 1878, soit dans les 2 établissements où œuvrèrent de concert Philippe Pinel et Jean-Baptiste Pussin. Donc, quand les auteurs infirmiers disent que ce sont les premières écoles, elles ne mentionnent absolument pas qu'elles étaient au départ dédiées à la psychiatrie. Parce qu'à Bicêtre et à la Salpêtrière, à l'époque, il n'y a que la psychiatrie. La Salpêtrière, au XVIIIe siècle, c'est le plus grand hospice du monde, et c'est un lieu dédié aux aliénés. Charcot lui donna ses lettres de noblesse de 1882 à 1892. On y organisait à la mi-carême le célèbre bal des folles. Bicêtre avait le même profil, ce n'est qu'en 1952 que s'y ouvrit l'hôpital pour enfants, et en 1957, le premier service de cardiologie infantile en France. Donc, la formation infirmière, au départ, c'est à destination des infirmiers d'asile. La formation est succincte, elle dure 1 an et consiste en des cours d'anatomie, de physiologie, d'hygiène, de pansement, de petite pharmacie, d'administration. Elle est sanctionnée par un CAP. 711 diplômes sont délivrés en 1889.
Bourneville souhaite que le personnel infirmier dispose de quelques connaissances relatives aux maladies mentales. Je cite Bourneville. Il est impossible de soigner les aliénés si l'on n'est pas auparavant prévenu des principales particularités de l'affection dont ils sont atteints, puisqu'en effet c'est leur morale, comme on le dit, qui est pris. Il faut, par une conduite spéciale du service où ils vivent, y apporter avec tact et jugement le remède que l'asile leur dispense par l'ordre, la régularité de vie, la discipline intérieure tempérée par une affectueuse surveillance. Bon, d'accord. Ces ouvertures suscitent des réactions outrées de certains médecins. Nous avouerons, je cite toujours, nous avouerons sans crainte, pour notre part, que nous considérons l'instruction donnée, trop étendue aux infirmières, comme une prime à l'exercice illégal de la médecine, comme un obstacle nouveau à l'exercice de la médecine. C'est bien dire qu'il nous paraît un peu trop avancé pour des infirmières destinées à rester privées d'initiatives individuelles, si elles veulent être de bonnes infirmières. Exercice illégal de la médecine, respect de sa place de bonne infirmière, les deux arguments serviront beaucoup, et pas seulement pour les infirmières. Les assistantes sociales y auront droit un peu plus tard, tout comme les psychologues cliniciens après-guerre. Les écoles s'ouvrent malgré cette opposition, Sainte-Anne 1880, Montpellier 1899, Bron 1902, Bassas 1903, Pau, etc. L'évolution des techniques de soins rend cette formation urgente. Chez les médecins, les divergences n'en restent pas moins importantes. Au congrès des aliénistes et neurologues de langue française de Limoges en 1901, Taguet lit un rapport sur le personnel secondaire des asiles, favorable à une amélioration de la condition matérielle de ce personnel, mais hostile à un diplôme d'infirmier. Je ne parlerai pas du diplôme dont l'usage ne peut être généralisé, dont l'utilité m'a toujours paru contestable, même pour les asiles de la Seine. 6 médecins, dont Bourneville, s'opposent au rapport de Taguet. Le congrès, qui devait notamment répondre à la question « Y a-t-il lieu de remplacer les mots de gardien et de gardienne par ceux d'infirmier et d'infirmière ?» s'achève par le vote à l'unanimité de 7 vœux, parmi lesquels 2 concernent la formation. Le premier vœu demande la création d'écoles avec harmonisation des programmes, des diplômes et des examens, puisqu'à l'époque chacun fait ce qu'il souhaite. Ces écoles ne seraient imposées qu'aux asiles situés dans les villes où siègent les facultés de médecine. Le deuxième vœu tend à rendre le diplôme d'infirmier obligatoire pour la nomination au poste de sous-surveillant et de surveillant. C'est donc en 1901 que les gardiens sont devenus infirmiers. Ils n'avaient rien demandé. Aucun d'entre eux n'intervint à ce congrès dont ils étaient évidemment absents. Cette volonté de formation des gardiens, toute ambivalente qu'elle soit, n'est pas limitée à la France. En Angleterre, Sir Alexander Morris a créé les premiers cours, donc bien avant Florence Nightingale. À l'école normale de garde-malade La Source à Lausanne, il y a la baronne Agénor de Gasparin en 1860. En Hollande, en Autriche, en Italie, un peu partout, on se met à former les infirmiers. Lors du premier congrès international de neuropsychiatrie, psychologie et assistance aux aliénés, qui se déroule à Amsterdam en 1907, un atelier consacré au personnel des asiles avec son éducation comme sous-thème. Rappelons que l'instruction n'est obligatoire en France que depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882. Il n'y a donc rien d'étonnant en fait que des gardiens issus du milieu agricole aient un niveau d'instruction rudimentaire. Les futures infirmières, alors dames de bonne famille, qui achètent leur paradis en s'occupant des pauvres et des malades, n'avaient d'ailleurs pas un niveau d'instruction très supérieur. Le bilan de cette formation n'apparaît donc pas aussi positif qu'il aurait dû l'être. En juin 1910, sur les 208 inscrits des 6 asiles de la Seine, donc c'est Villévrard, Sainte-Anne, Maison-Blanche, 117 sont admis à passer l'oral et les épreuves pratiques. Après ces dernières, seuls 59 infirmiers sont diplômés, c'est-à-dire 28% des inscrits. À partir de 1920, les asiles ne dépendent plus du ministère de l'Intérieur, mais du nouveau ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale. Lorsque Léonie Chaptal obtint l'institution d'un diplôme d'État pour le corps infirmier, donc pour toutes les infirmières, il semble acquis que les infirmiers d'asile seront reconnus comme des infirmiers à part entière, de la même façon que les asiles intégraient l'espace médical. Le décret du 27 juin 1922 crée des brevets de capacité professionnelle permettant de porter le titre d'infirmière diplômée de l'État français, destinés aux infirmières hospitalières, aux visiteuses d'hygiène sociale, qui le garderont jusqu'en 1938, et en 1938, elles seront reversées du côté des assistantes sociales, et aux diverses infirmières à spécialité restreinte,
puériculture, surveillance sanitaire des écoles, hygiène mentale, etc. Les infirmiers d'asile peuvent donc légitimement accéder au diplôme d'État. 27 juin 1922, on peut noter au passage que les infirmières françaises n'ont pas fêté le centenaire du diplôme d'État, ce qui en dit long sur la façon dont elles se reconnaissent elles-mêmes et sur la réactivité de leur ordre. Donc ça c'est dit. Donc le premier texte autorisant les écoles d'asile à préparer l'examen d'État est le décret du 25 décembre 1927. Les asiles de la Seine ont pu l'accorder dès 1923. Alors, il y avait un certain nombre de critères à respecter, et les asiles de la Seine, donc tout Paris et puis la ceinture parisienne, ont décidé de jouer le jeu, d'avoir un niveau d'instruction, et de telle sorte que le diplôme d'État qui était remis à cette occasion soit un vrai diplôme d'État tout à fait respectant toutes les normes qu'il fallait pour... voilà. Donc la formation prévue est de 5 ans, une année de cours théoriques sanctionnée par un examen devant un jury d'État et 4 années de stage pratique dans les salles de médecine, 12 mois dont 2 mois en chirurgie et les différents quartiers de l'asile le reste du temps. Ces stages étant notés, un examen final d'ordre pratique après ces 5 années d'études passé devant un jury d'État nommé à cet effet conférera le diplôme d'État. Les infirmiers diplômés des écoles départementales de 1924 à 1928 ont droit à une équivalence pour la première année de cours théoriques. Le décret s'applique, je l'ai dit, aux asiles de la Seine, mais ouvre la porte aux autres départements dès lors que les asiles de province ont une organisation de cours analogue à celle des asiles d'aliénés de la Seine. Le ministre s'adresse à tous les établissements, une circulaire le 19 avril 1928 pour recenser les possibilités de chacun. La plupart des asiles de province se contentent d'une formation plus élémentaire et de diplômes qui n'ont qu'une valeur locale. Il s'agit d'éviter de financer des formations préparant des infirmiers compétents qui s'en iraient ensuite utiliser leurs connaissances dans un autre asile où il n'y a pas de cours organisés. Cette formation est d'abord perçue comme une sorte de formation de surveillant. Il s'agit de prendre en compte la réalité du niveau des personnels recrutés par ces mêmes directions, en général en dessous du niveau moyen inférieur à celui des conscrits incorporés. Le ministère persiste cependant, et par l'arrêté du 26 mai 1930 fixe le programme des études préparant à l'examen d'État d'infirmiers et d'infirmières des asiles d'aliénés de l'État français. 36 mois d'études à répartir sur 5 ans. Le texte n'eut pas plus de succès que les précédents. L'attitude de l'État, à cette époque-là, est radicalement différente de celle que nous rencontrerons au cours des années 90-2020. L'État incite, favorise la création de structures d'enseignement. Les obstacles ne sont alors pas à son niveau. Ce sont les directions d'asile qui freinent des 4 fers. Alors rappelons qu'à l'époque, on a aussi des médecins directeurs. Ce n'est pas uniquement des directeurs administratifs. En fait, note Marcel Gégère, l'écart entre les textes officiels et la pratique grandit. Les infirmiers d'asile ont en droit accès au diplôme d'État, mais cette filière est peu mise en place. Bien plus, elle ne semble avoir de sens pour personne. Certains asiles, par exemple, ne reconnaissent pas le diplôme d'État aux infirmiers formés dans un autre établissement. Il leur faut de toute façon le diplôme local. On est sur un truc qui marche sur la tête, quoi. Dans sa thèse écrite en 1935, donc Georges de Maison constate que sur 43 asiles où il a pu recueillir des données, 21 asiles n'ont aucune école. 3 proposent des cours non sanctionnés par un diplôme, 19 ont un appareil de formation conforme à l'arrêté de 1930. Donc, lorsque le décret du 18 février 1938 exige la possession du diplôme d'État dit unique pour la reconnaissance de la qualité d'infirmier, ça sent le sapin pour les infirmiers des hôpitaux psychiatriques. Le diplôme d'État d'infirmier est un diplôme protégé. Ils n'ont donc plus droit au titre d'infirmier. Ils doivent donc être soit déqualifiés massivement, redevenir de simples garde-fous, des servants, des domestiques, pour reprendre l'expression d'Esquirol, soit conserver le titre sans en avoir la légitimité ni le diplôme. Dans un cas comme dans l'autre, il faudrait les remplacer rapidement par des infirmiers diplômés pour rester conformes à l'article 68 du règlement modèle du 5 février 1938. Mais où trouver ceci, puisque la majorité des établissements d'aliénés ne préparent pas au diplôme d'État? Directeurs d'hôpitaux et médecins se sont mis dans une situation folle. Après l'interruption due à la guerre, il est délivré des autorisations d'exercer qui accordent le grade d'infirmier aux non diplômés d'État, justifiant de suffisamment d'ancienneté.
L'autorisation d'exercer comme infirmier à titre définitif est assortie à une restriction qu'on retrouve jusque dans le diplôme d'IPA. Elle n'est valable que pour les hôpitaux psychiatriques. Les anciens infirmiers d'asile sont donc bien des infirmiers, mais leur champ de compétences est strictement limité. Ils y sont enfermés. Donc la loi du 8 avril 1946 donne un délai de 2 ans aux personnes qui exerçaient en qualité d'infirmiers sans avoir le diplôme d'État pour cesser leur activité. C'est dans ce contexte qu'il y a 50 000 malades qui meurent de faim pendant la guerre. Contexte d'infirmiers qui sont déqualifiés, qui sont plus reconnus. La loi du 8 avril 1946 donne un délai de 2 ans aux personnes qui exerçaient en qualité d'infirmiers sans avoir le diplôme d'État pour cesser leur activité. Cela signifie que ces personnes devraient être licenciées sous peine pour les directeurs d'établissement de se rendre coupables de complicité d'exercice illégal de la médecine. Elles ont 3 mois pour déposer une demande d'autorisation, à subir un examen de récupération, examen du dossier, à condition qu'elles aient 3 ans d'ancienneté. Les diplômes locaux sont validés, mais l'arrêté du 3 février 1949 établit plusieurs catégories. 2 diplômes seulement permettent d'exercer la profession d'infirmière sans limitation, le diplôme supérieur d'infirmière de la Croix-Rouge française et le brevet supérieur d'infirmier de la Marine. 11 diplômes d'hôpitaux psychiatriques conduisent à une limitation d'exercice à ces seuls hôpitaux, dont le diplôme des établissements psychiatriques de la Seine. C'est-à-dire que tout ce qu'avaient fait les asiles de la Seine, c'est balayé, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Donc, ce qui signifie en clair que, contrairement à ce qui était admis, il n'a plus valeur de diplôme d'État. Donc, c'est fini pour le diplôme d'État des infirmiers psychiatriques, en attendant le retour de la tragicomédie en 1992. Et donc ça, on l'a oublié. On s'est battu en 92 pour le diplôme, on n'avait pas tout ce background. Donc l'arrêté du 28 juillet 1955 impose un programme et un diplôme national. L'enseignement est organisé à l'échelon local et l'examen au niveau régional. Il s'agit d'une formation en cours d'emploi et l'élève est avant tout un salarié, occupant un poste dans l'équipe soignante, une formation par immersion donc. Et il aboutit à un diplôme qui confère au lauréat l'autorisation d'être infirmier dans l'ensemble des services publics de psychiatrie. Françoise Michaud, qui est infirmière enseignante à l'hôpital du Vinatier, qui a été formée par Sanquirène, ça devrait s'arrêter sur Sanquirène, mais on ne le fera pas. Elle est membre du GERIP. Alors le GERIP, ça vous dit peut-être rien. Le GERIP, c'est le premier groupe de recherche infirmière. Donc là encore une fois, qui était un groupe de recherche infirmière en psychiatrie. Donc elle précise qu'à la même époque, l'enseignement infirmier d'État comporte 592 heures pour l'aspect théorique et 21 mois de stage pratique en tant qu'élève et non pas que salarié. Donc là c'est pareil, il y a un truc qui ne va pas. Il débouche sur un diplôme qui implique la polyvalence de l'infirmier et lui permet d'exercer en tout lieu français à titre salarié ou libéral. Dans son rapport sur l'histoire de la profession, elle ne se contente pas de présenter les dispositifs, elle analyse l'évolution des fonctions de l'infirmier psychiatrique. Donc c'est intéressant de voir ce que faisaient les infirmiers à cette époque-là. Il devait appliquer les traitements biologiques et médicamenteux. Cela lui demandait une bonne compétence technique et donnait des résultats spectaculaires et valorisants pour lui. Il était vraiment passé d'un rôle de gardien à celui d'infirmier. L'évolution du métier implique une évolution de la formation. Quand on lui confiait une cure de Sackel, on lui confiait à proprement parler la vie du malade et l'amélioration de son état. Il se sentait responsable et tenu de prendre certaines initiatives qui faisaient que tout pouvait ou bien ou mal finir. Cure de Sackel, ça vous parle peut-être pas? Si. C'était exigeant et souvent anxiogène, mais le changement miraculeux observé chez les malades était une stimulation permanente et permettait d'établir une relation sur un mode très nouveau. Les soucis de sécurité, de gardiennage passaient au second plan, remplacés par des problèmes de compréhension du malade et des réflexions sur les attitudes thérapeutiques de l'infirmier. Rappelons que c'est la période où on commence à fermer les unités d'AJT et à se passer de contention. Ces cures de Sackel, aussi nommées insulinothérapie, constituent sûrement un des soins les plus complexes jamais effectués par un infirmier. L'introduction de ce traitement apporte une révolution dans les services hospitaliers d'un double point de vue. Formation du personnel soignant psychiatrique à une activité de réanimation, pour laquelle ils n'étaient pas formés. C'est donc les médecins qui formaient leur propre équipe. Il y avait des équipes d'insuline. Et donc une proximité avec le médecin qu'on n'a jamais eu après. Introduction d'une véritable psychothérapie des schizophrènes, pour laquelle on pensait c'est d'abord impossible. Il s'agit du premier soin assumé comme à la fois technique, relationnel et rééducatif.
Françoise Michaud conclut: chaque fois qu'il y a discordance entre le rôle attendu de l'infirmier, le rôle qu'il souhaite et celui qu'il joue, il se dégage un sentiment d'insatisfaction, d'inefficacité qui suscite découragement, abandon, démission. Ce constat vaut également pour les infirmières d'aujourd'hui. Il explique pourquoi tant d'infirmières quittent les soins. Chaque fois qu'au contraire l'infirmier a des aspirations professionnelles qui coïncident avec l'orientation psychiatrique du moment et qu'il dispose de moyens adaptés, devient actif, engagé dans une politique de soins autonome. Donc le remaniement des programmes de formation de 73 répondra en partie aux attentes de Françoise Michaud. Le 21 mars 1992, un décret met fin à la formation au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Les infirmiers de secteur psychiatrique sont mis en cadre d'extinction et doivent faire au moins 6 mois de stage à l'hôpital somatique pour obtenir le DEI. Ils sont pourtant conduits à encadrer les étudiants infirmiers pour les former à un diplôme qu'on leur refuse. Sans diplôme, une multitude d'actes quotidiens deviennent illégaux: injection retard, distribution et préparation des traitements médicamenteux, prélèvements divers et variés, sanguins, urinaires, hémoculture, coproculture, etc., etc. Alors que la présidente déclarait que son recours avait pour but de maintenir un haut niveau de compétences professionnelles. La formation et le champ d'exercice des infirmières sont réglementés dans l'intérêt des malades et non pas pour créer une catégorie professionnelle protégée. Rien à voir avec le fait que les ISP allaient faire des visites à domicile. Rien à voir. Cet acharnement judiciaire apparaît d'autant plus suspect que Levert, directeur de cabinet, précisait que l'attribution de ce diplôme ne déliait pas les infirmiers de secteur psychiatrique qui souhaitaient changer de secteur d'activité de l'obligation d'effectuer le stage d'adaptation à l'emploi prévu par l'arrêté du 26 octobre précité, etc. La qualité des soins, la crédibilité de la formation infirmière et de la profession, l'enseignement théorique et clinique n'étaient en rien menacés par le diplôme d'état des ISP. Il s'agissait ni plus ni moins de les écarter de l'infirmerie, de les éparpiller par petits bouts façon puzzle, de correctionner, dynamiter, disperser, ventiler. La Direction générale marché intérieur et services financiers de la Commission européenne n'hésita d'ailleurs pas à franchir le pas en octobre 1995 en décrivant via le clavier de son directeur général adjoint, H.F. Bézolaire, les infirmiers psychiatriques convertis ne pourront ni porter le titre professionnel d'infirmier, ni se prévaloir d'un diplôme d'état d'infirmier, afin de se faire reconnaître leur diplôme et de circuler librement dans les autres États membres de la communauté comme infirmiers en soins généraux. C'est la raison pour laquelle il a été suggéré aux autorités françaises de réfléchir à l'adoption d'autres dénominations, autant au niveau du titre professionnel qu'au niveau du diplôme délivré à ces infirmiers, suite à leur conversion, et cela afin d'éviter toute confusion possible avec les infirmiers en soins généraux, couverts par les directives communautaires. À l'issue du divorce, les ISP n'étaient même pas autorisés à reprendre leur nom de jeune fille, gardien de fou. Ils seraient devenus des sans-noms. Donc la loi du 27 juillet 1999 prévoit en premier lieu l'attribution d'un diplôme d'état d'ISP aux personnes titulaires d'un diplôme d'ISP. En second lieu, il indique que le DEI pourrait être attribué aux intéressés qui auront suivi un complément de formation défini par une commission présidée par l'autorité administrative et composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'État et d'ISP. Ces deux derniers devant être titulaires d'un diplôme de cadre de santé. En dernier lieu, ce texte procède à une extension des lieux d'exercice ouverts aux ISP. Il est aussi prévu que le complément de formation ne pourra être inférieur à 6 mois. Il ira jusqu'à 18 mois. Il doit permettre aux intéressés de se conformer aux exigences de la directive communautaire du 27 juin 1977. L'organisation du complément de formation est confiée à un IFSI désigné par la commission, celle-ci pouvant être saisie de toute difficulté rencontrée dans l'organisation des stages. Les objectifs du stage sont négociés entre le demandeur, le directeur de l'IFSI, nécessairement situé dans la région d'exercice du candidat, et le responsable du stage. Il n'est pas indifférent que l'organisation du complément de formation, et notamment les objectifs du stage, soient négociés avec l'IFSI, tenu d'être adhérent du CEPIEC, principal bénéficiaire de la réforme et acteur majeur de la décision du Conseil d'État. Le stage donne lieu à un bilan remis à l'intéressé et transmis à la commission qui se prononce sur l'attribution du DEI à l'ISP, concerné au vu du bilan précité. Nous voyons se réaliser là une des premières étapes de la professionnalisation infirmière, pouvoir choisir qui est digne ou non d'être infirmière. Les deux marches croisées de la FNI et du CEPIEC sont en effet évidemment à entendre dans ce registre. Donc 33 mois de formation, plus 6 mois au minimum de stage, cela représente 39 mois de formation. À la fin du stage, ces infirmiers avaient donc une durée d'études supérieure à celle des IDE qui les formaient.
Il possédait une double compétence, en soins somatiques et en psychiatrie. Cette double compétence fut-elle prise en compte, valorisée? Devint-il infirmier spécialisé à une date ultérieure, comme le proclamait le CEFIEC? Évidemment non. Quel pouvait bien être le contenu des études d'ISP? À quoi pouvait bien préparer ce diplôme si la moindre IDE, diplômée avant ou après la réforme des études, sans réelle formation en psychiatrie, pouvait intégrer du jour au lendemain un service de psychiatrie, ou pire, de pédopsychiatrie, en étant dépourvu de toute technicité, de toute théorie ou connaissance spécifique? L'Ordre national des infirmiers, que l'on ne saurait suspecter d'éprouver une excessive sympathie pour les ISP, a rédigé en 2010 un rapport de synthèse intitulé « Psychiatrie et santé mentale, enjeux et perspectives pour les pratiques infirmières ». On peut y lire, je cite, « Du côté de la formation des infirmiers, il est généralement admis que l'exercice infirmier en psychiatrie relève au minimum d'une spécialisation, voire d'un véritable référentiel de pratiques avancées. Il ne peut y avoir d'efficience des soins psychiatriques sans une expertise clinique infirmière garantissant l'observance, la continuité, la globalité et la qualité des réponses aux besoins des patients et de leurs proches. Les mesures de tutorat infirmier mises en œuvre pour répondre à minima à ce besoin de formation spécifique et faciliter l'adaptation des nouveaux infirmiers n'ont pas permis d'atteindre cet objectif d'expertise. L'infirmier polyvalent ne le serait finalement pas tant que cela. En quoi consiste donc le rôle de l'infirmier en psychiatrie ? Toujours pareil, c'est pour l'ordre des infirmiers. De facto, dans de nombreux services de psychiatrie, les infirmiers de secteur psychiatrique sont le plus souvent seuls en première ligne. Ils assurent et assument l'accueil et l'orientation des patients et de leurs proches, ainsi que les entretiens de première intention. Ils détectent les situations d'urgence, apprécient l'évolution de l'état mental des malades, mesurent les risques pour les patients et leur entourage et prennent les mesures appropriées. Les infirmiers expérimentés sont mobilisés en priorité pour ces missions à grande responsabilité, parfois à haut risque. Elle nécessite en effet une compétence affirmée en clinique psychiatrique pour suivre en ambulatoire les patients de psychiatrie, notamment ceux souffrant de psychose. Tout cela, évidemment, avec pour seul bagage l'apport de la formation initiale. Le rapport mesure l'écart entre les deux formations. À la suite de la suppression du diplôme d'ISP, la formation théorique en psychiatrie est réduite de 400 heures et les stages obligatoires de santé mentale ou psychiatrie sont limités à 280 heures. Des stages cliniques et des stages optionnels sont possibles, ce qui limite le manque de spécialisation à l'intérieur d'une formation IDE polyvalente. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de spécialisation. Les personnes en souffrance psychique peuvent être accueillies aux urgences en rééducation après une tentative de suicide ou comme tout un chacun dans un service d'oncologie ou de cardiologie. Ils sont par ailleurs de plus en plus nombreux à souffrir de troubles métaboliques induits par des prescriptions insuffisamment maîtrisées de neuroleptiques atypiques. Le rapport poursuit. Cette réforme a par ailleurs entraîné la fermeture de 75% des centres de formation professionnelle en psychiatrie, au bénéfice presque exclusif des anciennes écoles d'infirmières, faisant disparaître les apports spécifiques de la psychiatrie dans la nouvelle formation des IDE. Il est donc évident que la suppression du diplôme infirmier de secteur psychiatrique en 1992 a été particulièrement délétère pour l'exercice de la profession en psychiatrie. Il n'existe pas, depuis la suppression du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, de formation spécifique préparant à cet exercice. 30 ans après, il n'en existe toujours pas. La branche que l'on aurait voulu morte ne s'est pas asséchée pour autant. Les cousins de province de psychiatrie ont continué à élaborer, à publier, même s'ils ont été peu cités par leurs collègues français, et pour cause, ils n'existaient plus. Si les professionnels ont été placés en cadre d'extinction, si cette branche de la profession a cessé d'exister, n'étant plus enseignée, le savoir disciplinaire, lui, s'est étoffé, a produit de nouveaux concepts. En France, des auteurs tels que Jean-Paul Langtin et Jacques Merkling, ou nous-mêmes, parmi d'autres, ont proposé de nouvelles lectures du soin et ont su faire œuvre. Quel infirmier les lise? Combien d'enseignants en IFSI les reprennent? Que faire de ces avancées? S'inscrivent-elles dans le registre disciplinaire? Dallaire nous rappelle que le premier doctorat en sciences infirmières de l'histoire a été offert à l'université de Boston et dans le domaine des soins infirmiers psychiatriques. Ouais, parfait. 10 minutes, ça va. Parfait. Les IFSI ne recrutèrent pas ou peu d'enseignants infirmiers issus de la psychiatrie. Il fallut un certain nombre de rappels à l'ordre pour que le CEFIEC y consente. Quand il ne fut plus possible de reculer, fut proposée une bien étrange lecture de la polyvalence, puisque les enseignants aussi devaient être polyvalents.
C'est ainsi que les formateurs issus de la psychiatrie enseignèrent ou furent référents en cardiologie ou en réanimation, que celles qui avaient exercé en cardiologie ou aux urgences furent attachées à la psychiatrie dont elles n'avaient aucune expérience. Lors des mises en situation professionnelle réalisées sur les terrains de stage, les soignants de psychiatrie virent ainsi débarquer des enseignantes terrorisées par les patients, qui ne les approchaient pas à moins de 2 mètres et incapables de comprendre ce qui se passait en termes relationnels, techniques, voire éducatifs. Elles ne transmirent aux étudiantes que leur peur et leur représentation péjorative des personnes qui souffrent de troubles psychotiques, considérées comme forcément violentes et inaccessibles à la réassurance. Évidemment, cela ne fonctionna pas et cela n'a jamais fonctionné. Les isolements et contentions se sont multipliés. Le drame de Pau, qui vit en 2005, un patient schizophrène assassiné une infirmière et une aide-soignante, mit en évidence qu'il y avait un sérieux problème en matière de formation en psychiatrie. Les infirmières polyvalentes ne l'étaient pas. Il fallait mettre en place en urgence une formation complémentaire de 15 jours et un dispositif de tutorat pour que les infirmières diplômées d'État comblent leur déficit de connaissances en formation continue. Aucune commission ne fut créée pour évaluer les IDE et leurs pratiques en psychiatrie. La formation ne donna lieu à aucun bilan individualisé à partir duquel l'IDE aurait pu mesurer le chemin qu'il lui restait à parcourir pour s'approprier les théories. Les soins réalisés en psychiatrie. Les résultats en furent tellement mitigés que l'État cessa de financer cette formation au bout de 4 ans. Alors je sais qu'il y a des endroits qui continuent à le faire, et c'est important qu'ils le fassent. Les IDE ne furent d'ailleurs jamais vraiment évalués. On n'acquiert pas une praxis en 2 semaines de formation. S'il a fallu 6 mois aux ISP pour apprendre quelques gestes techniques et obtenir un diplôme d'État, combien de temps faudra-t-il aux infirmières polyvalentes pour réellement le devenir? La question fut-elle seulement posée. Les soins santé mentale ont continué à se dégrader, les isolements, les contentions, les soins sous contrainte à se multiplier. Le soin infirmier en psychiatrie, les théories qu'il sous-tendent se sont ainsi considérablement appauvries. Le constat est terrible, et je sais que mon collègue en fera un différent, et singulièrement désespérant. Il existe néanmoins quelques signaux, certes faibles, qui montrent un frémissement. Les 70 dossiers de pratiques novatrices proposés chaque année à la Fondation de France. S'ils éprouvent des difficultés à théoriser, à mesurer l'impact des activités qu'ils proposent, les équipes soignantes n'en témoignent pas moins d'une belle créativité. Quelques trop rares ici invitent les étudiants à lire et à critiquer la littérature dédiée aux soins. J'ai ainsi reçu fin juillet un courrier de Frédéric, Mélusine, Dorothée, Paul-Henri et Roland, des étudiants de Sandrine Villemont et Arcadius Kozlak-Maréchal, enseignants à l'EPSI du Rouvray. Ceux-ci ont travaillé sur un passage d'un de mes livres qui traite de l'écriture infirmière et en ont réalisé une très riche synthèse qui parle autant d'eux, de leurs questions, de leur perception de la discipline que du contenu même du texte. Ce n'est peut-être rien qu'une luciole dans la nuit, mais elle est synonyme d'espoir. Merci.